Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Je vais aujourd'hui vous parler de grands monarques, de Mahdi, d'identité, de métaphores. Ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, comme d'habitude d'ailleurs, mais c'est des sujets extrêmement importants et que j'ai bien compris. Pour les musulmans, le Mahdi est arabe, donc il peut être en France, mais il faut qu'il soit d'origine arabe, enfin en tout cas pas français, enfin oui, d'origine arabe ou beurre quoi. Et pour les chrétiens, le grand monarque est français, d'origine française. Il se trouve que il y a des textes vraiment clairs qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire que du côté musulman, on a vraiment des textes clairs qui impliquent que le Mahdi est d'origine arabe, enfin qu'il est arabe quoi. C'est mythe, on va dire. Et du côté des chrétiens, il y a des textes tout aussi clairs qui impliquent que le grand monarque est français d'origine française. Du coup, c'est un peu problématique pour que ce soit le même personnage, même si beaucoup de gens pensent que c'est le même personnage. Mais ceux qui pensent que c'est le même personnage, soit connaissent très bien le côté Mahdi, soit connaissent très bien le côté chrétien, ce qui leur permet de ne pas trop buter sur cette contradiction. Parce que si on connaît bien et le côté chrétien et le côté musulman, voilà, vous avez entendu l'avion ? Bon, bref. Donc, si on connaît bien et le côté chrétien et le côté musulman, eh bien, on voit bien que les textes sont aussi catégoriques d'un côté que de l'autre. Donc, en plus, les monarchistes qui attendent le grand monarque sont vraiment pas du tout prêts à accepter quelqu'un qui serait d'origine arabe pour grand monarque. Et du côté des musulmans, ils sont vraiment pas prêts à accepter quelqu'un qui serait d'origine française pour Mahdi. Du coup, il y a quand même un problème là. Et je pense que ce problème, c'est un problème qui doit être résolu en chacun de nous, d'une certaine manière. En ce sens que, il y a une question des identités là. Le Mahdi, c'est une figure qui est définie par des textes de l'islam. Et le grand monarque, c'est une figure qui est définie par des textes de catholiques, de chrétiens catholiques. À la fin des temps, les croyants doivent se réunir. Donc on doit justement être unis. Les chrétiens doivent être unis avec les musulmans, mais les musulmans doivent être aussi unis avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nécessité que chacun se redéfinisse de façon à pouvoir s'allier avec des croyants qui ne sont pas de la même religion que soi. Comment c'est possible ? D'abord, il faut se refocaliser sur l'essentiel. L'essentiel n'est pas d'être chrétien ou musulman. L'essentiel est de plaire à Dieu. Ce qui peut se faire en tant que chrétien et ce qui peut se faire en tant que musulman. Donc déjà, si on part du principe que au centre de sa propre identité, de soi-même, on va pas mettre une étiquette du type chrétien ou musulman, mais on va mettre une étiquette du type croyant. Je suis quelqu'un qui cherche la satisfaction de Dieu. Je suis quelqu'un qui fait de la satisfaction de Dieu sa priorité. Donc déjà là, c'est plus facile. C'est plus facile de concevoir une union des chrétiens et des musulmans si soi-même, on s'est quelque peu détaché de son étiquette, puisqu'on en a une en général, pour se refocaliser sur l'essentiel, la satisfaction de Dieu. C'est-à-dire que être un bon chrétien ou un bon musulman, c'est une façon d'obtenir la satisfaction de Dieu. Mais si l'essentiel c'est vraiment la satisfaction de Dieu, il peut y avoir un moment où il faut se détacher quelque peu des contours de l'étiquette. Je suis pas sûre d'être très claire et c'est peut-être pas aussi super clair dans mon propre cerveau. Donc je vais continuer sur un sujet, sur un terrain un peu plus solide. Bon, je reprends quand même. Donc le grand monarque est chrétien. Le Mahdi est musulman. C'est censé être la même personne. Petit problème. Il y a plusieurs façons de solutionner ce problème. On peut considérer qu'au final, non, il n'y a pas une seule personne, il y en a deux. Mais, dans la mesure où ce sont deux forces du bien, ce seront deux personnes associées. Associées et solidaires. Ça sera pas, donc, ça sera, d'une certaine façon, un seul tout. C'est-à-dire, ils seront deux, mais ils formeront un tout. Ça, c'est une possibilité. Du coup, ça voudra dire qu'il y aura une moitié du binôme qui correspondra à la définition du grand monarque et une partie du binôme qui correspondra à la définition du Mahdi. Mais comme ils seront totalement associés et solidaires, ça satisfera tout le monde. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, le monadi, on va dire, c'est-à-dire la synthèse de grand monarque et de Mahdi, donc le monadi, sera
sera un mélange des définitions. C'est-à-dire que par exemple, ça sera un arabe chrétien ou un français musulman. Vous voyez? Et là, du coup, il y aura aussi une espèce de fusion des deux rôles. Donc soit il y aura la fusion des deux rôles parce que ça sera deux personnes mais étroitement associées, soit il y aura fusion des deux rôles parce que le grand monarque sera un musulman français ou un arabe chrétien. Soit encore, troisième possibilité, ça sera les deux. C'est-à-dire que ça sera deux personnages, mais chacun aura des caractéristiques de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sera l'association, par exemple, d'un arabe chrétien avec un français musulman. Et imaginez si c'était ça, à quel point ça va créer dans les cerveaux une nouvelle conception du rapport entre christianisme et islam, qui ne sera plus vu comme des religions antagonistes, mais plutôt comme quelque chose d'extrêmement proche, puisque ça sera incarné par des gens qui auront switché d'une certaine façon leurs caractéristiques. Ça sera des caractéristiques croisées par rapport au profil attendu. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si les prophéties disent vrai, et a priori, puisque ce sont des prophéties, elles disent vrai, il va falloir forcément y avoir une solution de cet ordre-là. Ça pourra ni être un arabe typique, ni être un français catholique typique. Impossible. Impossible. Sinon, ça voudrait dire que on vit dans deux mondes, et puis dans un monde, il y aura... Enfin, c'est pas possible, quoi, ça marche pas, puisque la mission du grand monarque et la mission du Mahdi se superposent. C'est la même, en fait, c'est la même mission. Donc, forcément, soit il est tout seul, mais avec les caractéristiques des deux côtés, et donc une espèce de mélange, soit ils sont deux, et totalement associés, et étroitement unis, en fait, dans cette mission. Voilà, alors ça c'était un premier point, c'est plutôt des considérations en vrac que plus, et je peux être un peu maladroite parfois dans mes expressions, hein. Donc essayez de capter le message et de pas vous focaliser sur certaines phrases un peu choc, hein. Essayez de vous focaliser sur le sens général et aussi sur la direction de ce que je vous dis. Donc maintenant j'en viens à un point un peu en rapport d'ailleurs sur la question de l'identité française. L'identité française actuellement c'est un sujet qui intéresse que les crétins du Front National. Alors que c'est un sujet important, je vous explique pourquoi. On a tous des ancêtres. Chaque être humain sur cette terre, il est pas apparu tout seul du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts. Il a eu un père et une mère, qui ont eu eux-mêmes un père et une mère, qui ont eu eux-mêmes un père et une mère, etc., jusqu'à Adam et Ève. Donc on a tous une lignée, on a tous des ancêtres. On vient tous d'un certain passé. Des gens ont vécu avant nous, et c'est pour ça qu'on est là, sinon on serait pas là. Et les gens qui sont bien connectés à leurs ancêtres, on va dire d'eux qu'ils ont des fortes racines. Enfin, en tout cas, c'est une métaphore qui est assez courante et qui est liée au fait qu'on parle d'arbres généalogiques aussi, et qu'on représente les ancêtres souvent sous la forme d'un arbre. L'arbre généalogique, c'est représenté souvent par un véritable arbre. Bon. Pour les gens qui ont dont les parents, par exemple, ont changé de pays, on va parler parfois de façon plutôt désagréable de déraciner. Effectivement, il y a eu l'arbre qui a été transplanté ailleurs. Mais un arbre déraciné, s'il reste déraciné, il meurt. Or, eux, ils sont vivants. Donc, en fait, l'arbre n'a pas été juste déraciné, il a été aussi replanté. Donc, en fait, les déracinés, ce sont des replantés, ce sont pas des déracinés. Si quelqu'un a été déraciné à un moment, après, il se replante ailleurs, puisqu'il vit ailleurs. Et donc, quel est son rapport avec cet ailleurs? C'est-à-dire, par exemple, pour les Arabes, les Maghrébins qui se sont installés en France et qui ont eu des enfants en France. Donc, ces enfants qui naissent en France. Leurs ancêtres viennent du Maghreb, ont vécu au Maghreb. Mais eux, ils ont toujours vécu en France. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas de racines? Ou est-ce qu'ils ont deux types de racines? Est-ce qu'ils n'ont pas d'ancêtres et pas de pays? Ou est-ce qu'ils ont des ancêtres, ça c'est sûr, ils en ont comme tout le monde, mais est-ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine façon aussi, du coup, deux pays? En fait, on peut très bien concevoir les deux. Il y en a qui vont dire, ils sont déracinés, ils n'ont pas de passé, machin bidule, en gros ils n'existent pas. Bah si, bien sûr qu'ils existent, ils sont là. Ou d'autres vont dire, c'est une richesse, le pluriculturalisme. Bon, moi bien sûr, je suis plutôt du côté richesse, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion.
Parce que parler d'une richesse, de diversité, etc., c'est bien joli, et c'est juste, cependant, ça fait l'impasse sur le fait qu'il y a quand même une difficulté dans l'imaginaire à se concevoir comme étant de deux pays. Quelle difficulté? Eh bien, si quelqu'un est né en France, a toujours vécu en France, mais a des ancêtres, des parents étrangers et des grands-parents étrangers, etc., il peut avoir des doutes et se demander, est-ce que je suis, par exemple, français, ou est-ce que je suis algérien, en fin de compte? Et ça peut être troublant et désagréable. C'est la question du qui suis-je. Et en fait, je voudrais vous montrer qu'il y a une solution très simple à cette espèce de dilemme ou de schizophrénie ou de division interne. Très très simple. D'abord, il faut comprendre que le problème se situe au niveau des images dans la tête. C'est pas un problème concret, c'est un problème métaphysique en fait. Mais réel, mais métaphysique. Parce que c'est la question, la question c'est qui suis-je? Quelle est la réponse à cette question-là? Est-ce que je suis français ou est-ce que je suis algérien, on va dire? En fait, la vraie réponse, c'est de se dire je suis les deux et je suis la personne qui est les deux. C'est-à-dire, et là je vais essayer de me suivre parce que c'est un peu subtil, c'est-à-dire que pour sortir de la schizophrénie, il faut rajouter un troisième terme. Et ça, c'est totalement un exercice de l'imagination. Supposons par exemple, je vous parlais de la métaphore de l'arbre, vous avez un arbre généalogique algérien, mais vous êtes transplanté, d'une certaine façon, en France. Donc vous avez des racines en Algérie et vous avez des racines en France. Bon, si vous avez des racines en Algérie et des racines en France, c'est qu'il y a deux arbres, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Donc la question c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes l'arbre 1 ou l'arbre 2? Eh bien la réponse est que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, la réponse est que vous êtes le propriétaire du jardin où sont plantés ces deux arbres. C'est-à-dire qu'on sort de la métaphore, de la contradiction métaphorique, par une métaphore plus vaste. De la même façon, supposons que quelqu'un ait reçu deux prénoms à la naissance, et que, c'est une supposition, hein, mais bon, ça correspond quand même à une forme de réalité, et supposons qu'on l'ait appelé Yves et Marie, et que, dans sa famille, certains l'appellent Yves, et d'autres l'appellent Marie. La Marie, c'était un prénom qui était donné aux garçons aussi à une époque. Hein. Donc, imaginez ça. Le petit garçon peut se dire, est-ce que je suis Yves, ou est-ce que je suis Marie? La réponse est, je suis Yves, je suis Marie, et je suis la personne qui reçoit ces deux prénoms. Donc, pour sortir d'une contradiction, de l'impression qu'on est deux personnes différentes, il faut considérer qu'on en est trois. Qu'on en est trois, et que la principale, c'est celle qui va utiliser les deux autres comme des masques, comme des moyens, comme des outils. C'est essentiel et c'est primordial de prendre le contrôle de ces identités en considérant que ces identités multiples ne sont finalement que de surface. Et que l'essentiel de nous, c'est celui qui est au contrôle, aux manettes, au pouvoir, sur son trône. Et ça, c'est juste des jeux métaphoriques dans l'esprit, mais ça peut changer énormément de choses. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée dans un appartement qui était extrêmement bien agencé. J'avais jamais vu un appartement disposé comme ça au niveau des pièces. Et la disposition même des pièces m'a fait beaucoup cogiter. En fait, cet appartement, il y avait 4 pièces principales, on va dire. Et ces 4 pièces, elles étaient connectées, toutes les 4, par une espèce de mini couloir en forme carrée. Il y avait une porte qui donnait sur chaque pièce. Ce qui faisait qu'on pouvait se retrouver vraiment pile au centre de l'appartement quand on était dans cette toute petite pièce qui donnait accès aux 4 autres. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vos identités multiples, français, algériens, ceci, cela, etc., c'est que des exemples, mais on peut en donner plein d'autres, ils sont comme les pétales d'une fleur, et vous êtes au centre, au lieu de contrôle. Le lieu de contrôle. Il y a un terme en latin, je sais plus comment il s'appelle, locus, je sais plus quoi, pour dire ça. Le lieu de contrôle. Le centre. Ce qui fait que vous pouvez avoir autant d'identités que vous voulez, c'est pas perturbant, puisque vous, votre vrai vous, c'est celui qui est au centre. Et qui, lui, n'a pas vraiment besoin d'avoir une identité bien définie, à part pour vous-même.
Mais ça n'a pas besoin d'être une identité définie pour le monde extérieur. Vous vous définissez vous-même comme étant celui qui est au centre. Si vous avez des racines en France et des racines en Algérie ou des racines ailleurs, vous êtes le propriétaire du jardin, le propriétaire des arbres. Vous n'êtes pas un seul des deux arbres, ni même les deux arbres, vous êtes le propriétaire des arbres. Voilà, c'était pour vous dire que aux problèmes métaphoriques, il y a des solutions métaphoriques aussi. Quand on parle de déraciner, on crée une métaphore extrêmement négative, parce qu'un arbre déraciné, il ne survit pas. Et pour avoir de la force, c'est vrai au niveau des arbres, mais c'est aussi vrai au niveau humain, on a besoin d'être vraiment enraciné dans le sol. Être enraciné dans le sol, métaphoriquement, c'est savoir d'où on vient et être fier de ses ancêtres. On n'a pas besoin d'être fier de tous ses ancêtres, mais il faut avoir un sentiment de fierté par rapport à ses ancêtres, que ceux-ci soient nos ancêtres réels ou nos ancêtres imaginaires, les deux en fait. Et c'est dans cette fierté et cette connaissance de ses ancêtres et de son passé, réel ou imaginaire, parce que finalement il n'y a pas une différence énorme entre les deux, que on se recharge énergétiquement et qu'on trouve de la force. C'est pour ça que les mondialistes veulent à tout prix nous rendre amnésiques de l'histoire de France et nous déconnecter de qui étaient nos ancêtres. Parce que plus on est amnésique, plus on est déconnecté de ses racines et plus on est fragile et manipulable. Quelqu'un qui est fier d'être qui il est, qui sait bien qui il est et qui sait très bien d'où il vient et où il va, bien sûr, est toujours beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'a pas cette connaissance de lui-même dans le temps. Voilà, bon pour cette vidéo ça sera tout. À bientôt les Gaulois et les Gauloises.